Eh bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau webinaire partenaire consacré aujourd'hui à la présentation de la pension d'invalidité. Je suis Laetitia Deleur, chargée de mission partenariat, et je suis accompagnée aujourd'hui de Muriel Dubois, qui est référente technique au service invalidité. Donc, elle va vous transmettre sa connaissance et son expertise sur le sujet de la pension d'invalidité, donc qui est concerné, comment faire une demande, etc. Durant ce webinaire, donc vos micros et vos vidéos, vos caméras sont coupées, mais vous pouvez nous poser toutes vos questions tout au long de la présentation via l'onglet de discussion qui est situé en bas de votre écran. Alors cette fois-ci, nous allons prendre un premier temps pour y répondre donc en cours de présentation. Comme ça, ça vous permettra de poser toutes les questions sur déjà les premières parties, la première partie que vous aura présentée Muriel. Et ensuite, on reprendra donc un temps de questions-réponses à la fin de sa présentation. Le diaporama là, qui est projeté vous sera envoyé donc dès cet après-midi et vous recevrez le lien de l'enregistrement dès lundi. Voilà, je vais laisser maintenant la parole du coup à Muriel pour la présentation et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde et ben merci d'être présent donc à cette, intervention. Donc je vais vous parler par contre uniquement des pensions d'invalidité des travailleurs salariés, puisqu'il faut savoir que les travailleurs indépendants, c'est un traitement à part qui est fait par Laval. Donc la pension d'invalidité, c'est un revenu de remplacement qui est attribué donc pour une perte de capacité de travail non conséquent à une maladie professionnelle ou un accident de travail. Elle compense partiellement une perte de salaire et elle est toujours attribuée à titre temporaire. Donc soit parce à un moment donné, la situation est stabilisée et l'assuré est guéri, soit parce que la pension ne s'arrête bien à 62 ans, à savoir à l'âge légal de retraite. C'est donné à titre personnel, hein, non en ayant droit ni, en bénéficiaire, et il faut donc 2 conditions pour y avoir droit, à savoir la condition administrative et la décision médicale. La décision médicale donc, ça veut dire que le médecin conseil a statué soit en fonction des informations médicales qu'il avait en sa possession, soit il s'est adressé au médecin traitant et il a estimé que l'assuré avait perdu une capacité de travail au moins de 2/3, soit 66,66. Un point de vue administratif, il faut impérativement être âgé de moins de 62 ans, puisque c'est toujours l'âge légal de retraite pour les invalides. Avoir au moins 12 mois d'immatriculation et d'affiliation, à la date soit de constatation, d'invalidité, soit l'interruption de maladie qui a précédé, s'il y a bien un arrêt de travail à temps complet et surtout avant donc ces 2 conditions, les 600 heures de travail, ou les 2 030 fois le SMIC d'activité salariée, soit régime général et on prend aussi en compte le travailleur, salarié de la MSA. Être en situation régulière, pardon, pas irrégulière, et relever surtout du régime général, hein, puisque si l'assuré dépend soit de la MSA, soit d'un autre organisme, ce sera à cet organisme-là de statuer sur la décision d'invalidité. Elle peut être faite donc soit directement par l'assuré et ou son médecin traitant, à condition de ne pas être en arrêt de travail indemnisé, puisque pour la simple et bonne raison que l'assuré ne peut pas en faire la demande, nous ferons simplement une non-recevabilité dans ce cas-là. En revanche, on avertit bien le service, du médecin conseil pour lui dire qu'on a une demande et il devra ou non se prononcer. Il peut le faire, mais ce n'est pas toujours le cas et ensuite, sinon la décision peut être prise directement par le médecin conseil puisqu'au vu des éléments en sa possession et souvent du fait de l'arrêt de travail, statue et estime que donc l'assuré est stabilisé puisque c'est la condition pour l'attribution de la pension. Dans ces cas-là, la décision est prise le mois suivant la décision, c'est-à-dire qu'on ne laisse le temps à l'assuré et à nous-mêmes, au service administratif, de gérer le dossier. Donc, par exemple, aujourd'hui, 21 mars, la décision sera prise pour un effet au 1er mai. Ça, c'est jusqu'au 15, du 1er au 15, ils accordent le mois suivant et à compter du 16, c'est le mois d'après. Donc là, par exemple, dans mon exemple, ce serait en mai. Ensuite, la pension, donc malheureusement, comme je vous disais, ne peut pas être attribuée s'il n'y a pas toutes ces conditions. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie? Donc sinon dans les
Oui, Oui, il y en a pas, ouais, Muriel, on n'a encore pas. pour le moment. D'accord. OK, donc je continue. Donc pour les démarches, simplement l'assuré, lui, par contre, le formulaire est obligatoire. Il s'appelle le S4150. L'assuré peut le trouver soit depuis son compte Amélie, soit carrément sur Amélie où il y a beaucoup de formulaires à disposition. Amélie, hein, directement, sans passer par le compte. Ce formulaire est à joindre même s'il y a la demande faite par le médecin traitant. Hein, c'est obligatoire, le service médical ne traitera pas de dossier s'ils n'ont pas ce formulaire. Elle est transmise donc directement soit à nous, au service administratif, soit donc directement au service médical. Et elle est accompagnée, comme je disais ou non, du certificat médical. C'est peut-être le mieux pour avoir plus d'informations, parce que quelquefois le médecin conseil n'aura peut-être pas tous les éléments pour bien se prononcer. La Et comme je vous disais, donc si jamais au vu de ce formulaire que nous apercevons qu'il y a un arrêt de travail en cours d'indemnisation ou supposé pouvoir être indemnisé, nous on fait ce qu'on appelle une non-recevabilité à l'assuré directement. Il peut contester malgré tout. Et on informe quand même le médecin conseil de leur dire qu'il y a une demande d'invalidité. Quelquefois, il se prononce 15 jours, un mois après, quelquefois pas du tout. Donc, il faudra réitérer le formulaire une fois que l'arrêt de travail sera terminé. Inutile de recommencer tant que l'arrêt de travail perdure. Alors, Muriel, je me Oui, permets juste du coup, on a une question déjà donc sur la slide que tu as présentée. oui. Quelqu'un précise qu'ils n'ont pas bien compris en fait comment saisir le médecin conseil. Alors par ce formulaire, alors le médecin, c'est par soit la demande transmise directement au service médical, hein, donc le fameux formulaire et ou accompagné d'un certificat médical, soit que le formulaire soit transmis à nous, à la CPAM, que l'on traitera de toute façon, voilà, selon la décision et selon la situation. D'accord. Mais c'est Et par courrier, hein, c'est ou par courrier, c'est possible aussi, ou directement faire le formulaire depuis le compte Amélie, puisque c'est aussi une possibilité. d'accord, Et on peut joindre un document, en passant par le compte Amélie de l'assuré, on peut joindre soit un avis d'impôt, soit un document qui justifiera de sa demande. d'accord. Et donc une question aussi en lien avec Oui, ce que tu as dit. Est-ce que si l'assuré fait la demande, est-ce qu'il faut attendre la fin du versement des IJ? alors ça dépend. Il faut savoir aussi que les indemnités journalières, si elles durent depuis plus de 30 mois, nous, on va instruire le dossier normalement. C'est-à-dire qu'il y aura rien d'autre à faire. En deçà de ces 30 mois, on fera la non-recevabilité. Donc tant que l'arrêt de travail est justifié, inutile de réitérer tous les 8 enfin, je sais qu'on a eu le cas, mais inutile de réitérer la demande tant que l'arrêt de travail est justifié, qu'il n'y a pas une fin d'indemnité journalière, donc signifiée, autant attendre que le médecin conseil lui-même se prononce puisqu'il a de toute façon l'information. D'accord. Et du coup, on nous demande s'il y a un CERFA pour le certificat médical. Non, 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 il y en a pas. C'est un simple courrier soit un certificat médical du médecin traitant, soit aussi un courrier accompagné donc de ce formulaire, transmis directement au service médical. D'accord. Alors après, il y a une Mmh. question qui est posée, mais je pense que tu risques d'aborder ce point un peu plus tard. Est-ce que la maladie pro ou l'accident de travail ouvre droit obligatoirement à une pension d'invalidité? Alors non, ça c'est une possibilité, mais ce n'est pas un automatisme. Techniquement, une maladie professionnelle ou un accident de travail, une indemnité du journalier en accident de travail est censé donner une rente. Mais régulièrement, les médecins conseils statuent d'un point de vue plus global de l'état de santé de l'invalide et voit si aussi, d'un point de ça nécessite une invalidité, auquel cas il privilégiera, la pension d'invalidité plutôt que la rente. Mais par contre, il ne pourra pas percevoir les 2 prestations pour la même raison, pour la même pathologie, automatiquement c'est l'un ou l'autre, mais pas les 2 en même temps pour le même motif. Mais peut prétendre à une rente pour un motif et une pension d'invalidité pour un autre. D'accord. Alors, je vois qu'on a déjà beaucoup de questions, donc on va essayer du coup d'y répondre au fur et à mesure. On va Oui, voir si on arrive à suivre le rythme de cette manière. ouais. Donc, on nous dit, si l'assuré est malade et donc en incapacité de travailler, il ne peut pas déposer de demande d'invalidité du coup. Et comment faire pour un maintien de revenus? Est-ce que tu veux y Ah, répondre maintenant ou un peu ce plus qui tard? ça veut dire que, de toute façon, du moment que si l'assuré fait une demande directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt maladie en cours, il n'y a pas de souci, on instruit le dossier. Mais s'il y a un arrêt maladie en cours et que le médecin conseil estime que l'état de santé n'est pas stabilisé, tant qu'il n'y a pas un courrier signifiant cette stabilisation, l'arrêt de travail perdure est toujours indemnisé.
Par contre, si l'assuré reçoit une fin d'indemnité journalière, hein, normalement c'est notifié via Amélie, disant qu'à compter, par exemple, voilà, on va se statuer à aujourd'hui 21 mars, donc statut au 1er avril, là il peut faire la demande d'invalidité à partir du 1er avril. Et donc nous, on étudiera le dossier. Mais tant que l'arrêt maladie est justifié, inutile de faire cette demande. Et l'assuré ne reste pas sans revenu de ce fait. D'accord. On avait une précision. Après, est-ce que l'invalidité s'adresse strictement aux salariés et demandeurs d'emploi? Oui. Ok, mais je pense qu'on y Puisque revient les peut-être. autres organismes, les autres, il faut savoir que ce fonctionnaire, c'est traité différemment, puisque c'est pas nous qui gérerons la pension. Nous, on ne traite vraiment que les salariés du régime général. Mais on prend en compte, et ça je vais y revenir après, d'autres possibilités, mais c'est en deuxième partie. Le circuit, justement, de la demande directe de l'assuré. Donc, il y a l'étude de recevabilité, comme je vous disais. Donc, si il y a un arrêt en cours, on fait la non-recevabilité. Si ce n'est pas le et bien sûr, s'il a plus de 62 ans, attention à ça aussi, hein, l'âge. Par exemple, toute personne née en 63 aujourd'hui et avant, attention, nous, on va faire une non-recevabilité, il doit s'adresser directement à la caisse de retraite. Donc si c'est recevable, nous, on adresse, via l'informatique, un signalement au service médical. Donc soit il se prononce, si bien sûr, voilà, il n'y a pas d'arrêt en cours, favorablement ou défavorablement d'un point de vue médical. Nous, donc, s'il y a un avis favorable qu'on reçoit directement, fait l'étude des droits administratifs, donc les fameuses 600 heures hein, qu'on doit trouver. Et s'il y a accord, on notifiera la pension d'invalidité. Normalement, ça passe par Amélie, mais il peut y avoir des bugs, donc l'envoi va être postal. Si en revanche, il y a des droits non ouverts, donc on fera un rejet administratif. Toute décision est envoyée à l'assuré, systématiquement. Si en revanche, il y a un refus médical, idem, on notifiera le refus médical. Il peut donc statuer, comme je vous disais, sont les conditions. En cours d'arrêt de travail, donc comme nous, malgré le fait qu'on fasse une non-recevabilité à l'assuré, comme on avertit le médecin conseil, il va regarder le dossier médical de l'assuré et dire ah ben oui, ça relève bien d'une invalidité, auquel cas se prononcer. Et l'histoire de la fin des 3 ans, normalement, ils sont censés traiter une requête à 30 mois, comme je vous disais tout à l'heure, d'arrêt de travail. Il y a quelques retards puisque malheureusement le médecin conseil se raréfie, donc il y a quelques retards sur le traitement de toutes les demandes de pension, d'approximativement entre 2 à 6 mois de retard malheureusement aujourd'hui, peu importe la décision à prendre et le délai d'arrêt de travail. Et une fois donc que le médecin conseil a pris sa décision, il voit que nous on a instruit le dossier, donc par défaut ils envoient leur réponse. Et nous, soit la demande est faite directement par le médecin conseil et on s'adresse ensuite à l'assuré, soit si c'est bien une demande directe, on a écrit d'abord, c'est l'effet inverse. Suite le circuit, voilà, suite à la décision du médecin conseil, c'est-à-dire que le médecin statue selon l'arrêt de travail et ils reçoivent directement un avis médical par le service administratif quand nous on fait le signalement. Donc, il va étudier le dossier et décidera ou non du statut d'invalidité. Nous, systématiquement, on demande les bulletins, les justificatifs de ressources pour accorder la pension d'invalidité. Et ensuite, lorsqu'on fait un refus administratif, on ne passe pas par par le médecin conseil. C'est-à-dire qu'on ne va pas les obliger à se prononcer, alors sachant très bien qu'il y a un refus administratif d'emblée. Ça, c'est si vraiment le circuit vient du médecin conseil qui lui-même a reçu la demande d'invalidité, auquel cas, ensuite, ils nous envoient leur décision. Et si malheureusement, toujours pareil, les droits ne sont pas ouverts, on en fait un refus administratif. Si on reçoit un refus, peu importe que ce soit administratif ou médical, il y a toujours les voies de recours pour l'assurer. Donc le refus administratif, c'est auprès de la CRA, hein, ça voudra dire que bien sûr, il n'y a pas eu les 600 heures, et le médical, donc c'est auprès de la CMRA, et toujours les délais sont de 2 mois à la date de réception de la décision. Donc bien souvent, c'est par Amélie, donc ça va vite, mais si c'est par voie postale, il faudra bien faire attention puisque c'est la date le cachet de la poste qui fait foi. Donc les refus, donc les 2 mois courent à cette date-là. Au-delà, malheureusement, il ne pourra plus contester. L'assuré donc remplit la condition d'ouverture de droit, donc il recevra plusieurs documents, à savoir un titre de pension où il y aura la date d'effet, la catégorie, la notification où il y aura en plus le montant brut, tout
est exprimé en brut au niveau invalidité. Il reçoit aussi un petit courrier d'information sur l'invalidité, l'attestation au ETH, donc d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui remplace, s'il n'y en a pas besoin, l'inscription à la MDPH. Hein, ça limite les inscriptions puisque c'est valable, sauf s'il a besoin par contre de ressources supplémentaires ou de droits supplémentaires. Là, il pourra s'inscrire bien sûr à la maison du handicap. Et ensuite, on lui envoie aussi le relevé de sa carrière qui a été pris en compte pour le calcul de la pension. Ce n'est que du salariat. On ne prend pas le chômage, on ne prend pas les indemnités journalières, on ne prend pas le congé parental, tout ce qui vient de la CAF non plus pour calculer la pension. Ce n'est uniquement du salariat. Et ce salariat est calculé en fonction de l'activité au régime général, à la MSA, CAVIMAC et CRPCEN. Les deux derniers régimes, ce sont le clergé et les notaires. Voilà pour le calcul de la pension. Les justificatifs doivent impérativement être conservés à vie, ou au moins jusqu'à l'âge légal de retraite. Aucun duplicata ne peut être délivré. Ensuite, nous aussi, on transmet directement toutes nos décisions à la CAF. Ça, c'est une obligation, qu'il y ait un accord ou un refus. La CAF est au courant, quelquefois même avant même l'assuré, puisqu'on le fait de version dématérialisée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors on en a eu, Oui, donc peut-être que tu as déjà répondu, donc je te le dis, tant pis, comme oui, ça. ouais, je répète, mais c'est pas grave. Ouais. Comment obtenir une invalidité avant les 30 mois d'IJ? Alors, non, alors ça va dépendre du médecin conseil. Soit il va regarder le dossier médical et dire: «Ah oui, l'état est stabilisé, donc je vais me prononcer», et comme j'expliquais tout à l'heure, si on est, selon la date, ça va être ou le mois suivant ou le mois d'après. S'il estime que l'état n'est pas stabilisé, le médical ne va rien dire. Donc ne va pas même confirmer notre non-recevabilité. L'assuré devra se contenter de ce fameux courrier de non-recevabilité. Donc, c'est les 2 seuls cas. Voilà, soit il se prononce, soit et il peut aussi accorder malheureusement, faire un accord ou faire un refus. Il prendra une décision s'il estime que l'état est stabilisé et c'est tout. Mmh. Le certificat médical du médecin est-il obligatoire? Non, c'est le formulaire qui est obligatoire pour une demande de pension d'invalidité. OK. Quels peuvent être les motifs d'un refus administratif? Les fameuses 600 heures absentes. Nous, il faut impérativement trouver 600 heures de travail et maintenant il y a une condition supplémentaire, il faut 12 mois d'affiliation continue. Voilà les refus administratifs. Ou OK. malheureusement l'absence de réponse de l'assuré mais là on peut revenir dessus, puisqu'il ne répond pas à nos courriers, puisque tout est envoyé sur Amélie, hein. Il faut être vigilant là-dessus. Du moment qu'on a un compte Amélie, tous les courriers Mmh. caisse primaire de tous les services vont sur Amélie. Alors là, il y a une partenaire qui nous précise qu'elle vient d'avoir un refus pour une majeure protégée. Il y a eu une errance médicale et sociale. Madame a eu un AVC en 2023 et bénéficie ce jour de l'AAH, mais pas à taux plein. Et la CAF a demandé à la partenaire de faire une demande d'invalidité, mais refusée. Que faire du coup? Administrativement, Alors je suppose oui. bah, si c'est refusé administrativement, c'est-à-dire que c'est à la date de la demande. Donc si admettons aujourd'hui 21 mars, nous recevons une demande de pension d'invalidité, on veut regarder les 12 mois qui précèdent, à savoir de mars 2024 à février 22,5, pour savoir si l'assurée a travaillé. Si elle n'a ni chômage indemnisé, ni activité salariée, eh ben, elle n'a pas de droit administratif. Donc on ne fera même pas de signalement au service médical en plus. Si en revanche elle a travaillé mais que ça n'ouvre pas droit, idem. Il faut vraiment qu'il y ait ces deux conditions pour pouvoir trouver le droit. Si elle est indemnisée à Pôle emploi depuis X années, je sais qu'on est remonté 15 ans en arrière pour un assuré, ou remonter et trouver son droit, son salariat, mais s'il n'y a pas ces deux conditions, il n'y aura pas de retour possible. Puisque la Ok. pension d'invalidité est donnée en perte de capacité de travail. D'où le fait qu'il faut vraiment avoir eu une activité salariée récente pour qu'on puisse trouver ce droit. Mhm. Alors là, on nous demande si via Amélie Partenaire, donc je suppose que vous parlez du site Espace Partenaire, est-ce qu'on peut demander si les droits administratifs sont ouverts avant de faire la demande d'invalidité? Non, nous on ne le fait l'étude qu'à ce moment-là, puisqu'on ne peut pas le savoir sans avoir la demande de pension d'invalidité. D'accord. Et on n'a pas le temps ni les moyens nécessaires de regarder tout le monde pour trouver un droit. Il faut D'accord. vraiment qu'il y ait une demande d'invalidité.
Ok. Je reviens sur la question qui a été posée juste avant, et du coup par Madame Oui, Rode sur le majeur protégé. Elle nous précise qu'effectivement, rien, ni Pôle emploi, ni les 600 heures dans les 2 années. donc voilà, ben alors non, il n'y aura pas de droit. Donc il faut revoir avec la CAF peut-être de remonter la valeur versée, peut-être. Mais si la demande a été faite, nous, voilà, normalement la CAF aussi a reçu cette décision. Donc techniquement, ils sont censés revoir le dossier. Il faudra peut-être les contacter pour qu'ils le fassent. Ok. Alors là, on a deux questions par rapport au duplicata. Donc, pas de duplicata possible de Pour les l'attestation notifications, non, d'invalidité. non. Pour les Voilà. documents, le titre et la notification, c'est un seul et unique envoi. En revanche, on fait des attestations de pension qui reprend la date des faits, la catégorie et le montant initialement versé. Ok, ben voilà, ça répond justement à ce qui était Ouais. demandé. L'usager peut-il avoir une attestation qui précise les Oui, oui, informations, oui, catégorie, ça, il n'y a pas de montant? souci. Donc c'est le cas. Donc là, je vois qu'il y a, on nous dit donc une édition dans Amélie, l'espace Amélie est-elle possible? Donc Non, pour l'attestation des validités, non, non. ça Euh, émane directement du service de chez nous. ouais. Alors après, je vois qu'il y a une question par rapport à l'espace partenaire, alors qu'il a été présenté par un an. Tout dépend de. Alors, si vous n'avez pas encore accès à l'espace partenaire, ça dépend en fait de l'état d'avancement de la convention de partenariat, si elle a déjà été signée ou pas. Et dès que c'est signé, après, on peut du coup vous former à espace partenaire. Ben, Muriel, si tu veux C'est reprendre bon? du Ah, coup. Ouais. je continue. Alors, ensuite, donc une fois que l'assuré a bénéficié de sa pension d'invalidité, il faut savoir qu'il a le droit donc au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur, à savoir tous les médicaments et les prestations médicales, à savoir le coût des pareillages dentaires. Mais attention, c'est la base sécurité sociale. Donc, comme je dis en réunion classique, les lunettes, par exemple, c'est 100% de 2,86 €. Reste à la charge de l'assuré uniquement, c'est ce qu'on appelle les vignettes bleues et vignettes oranges, qui restent au tarif classique. Les surcoûts d'appareillage, voilà, hors sécurité sociale et le forfait hospitalier aussi qui reste à la charge de l'assuré. Donc on leur conseille automatiquement de conserver une mutuelle, hein, peut-être de la modifier pour payer peut-être un peu moins, mais ça, c'est vraiment chaque mutuelle qui le gère. Et en revanche aussi, donc les dépassements de honoraires ne sont pas pris en charge par l'invalidité, ni le transport, hein. Le fait de l'invalidité ne donne pas droit au bon de transport. C'est uniquement un 100 qui peut le faire bénéficier de ce transport, mais pas la pension d'invalidité. Et il faut savoir aussi que les participations forfaitaires et les franchises restent à la charge de l'assuré, même s'ils ont un 100%. Nous, ça se prélève et ça peut se prélever sur le montant de la pension d'invalidité. Dès qu'il y a un remboursement direct à l'assuré, s'il y a un crédit en charge de ces deux prestations, automatiquement c'est prélevé. Il continue ensuite à avoir donc le droit, hein, pour le reste à 100%, bien sûr, pour tous ses bénéficiaires aussi. Donc exemple, quand l'assuré pardon, va chez le médecin pour son enfant qu'il a la grippe, je dis au hasard, la consultation sera remboursée à 100%, moins les fameux 2 € de consultation, à condition bien sûr que le médecin traitant ait été déclaré. Et d'où le fait qu'on leur dit aussi de bien conserver donc un organisme complémentaire et peut-être d'ajuster selon le fait que nous, on rembourse quand même beaucoup de choses à 100% et d'éviter peut-être un surcoût par rapport à ces prestations. Donc l'OETH, comme je vous dis, elle est transmise systématiquement à l'attribution de la pension et elle est renouvelable tous les 5 ans. Donc il ne faudra pas hésiter si, voilà, si c'est pour cette année, puisqu'on le fait depuis déjà 5 ans, puisque ça a été mis en place en 2020, de refaire les demandes pour les assurés qui n'en bénéficient plus ou qui ne l'avaient peut-être jamais reçu. Donc, et ça permet aux assurés qui veulent reprendre le travail ou continuer à travailler, donc à avoir occupant, comme il s'est marqué, donc au moins 20, avoir 20 salariés devant employer les travailleurs handicapés à temps plein ou à temps partiel dans la proportion de 6% de leur effectif total. Mais, comme je vous disais un petit peu en avance, donc ça ne se substitue pas, voilà, lorsque la reconnaissance est nécessaire pour un recrutement dans une entreprise adaptée ou pour une ouverture de droit à une formation ou d'autres démarches qui le nécessitent. Et ensuite, l'assuré, donc, une fois qu'il est en invalidité, a aussi une obligation de déclaration de situation et de ressources. Comme je vous disais, donc par défaut, c'est envoyé via Amélie pour tous ceux qui ont ce compte Amélie, sinon ça reste papier. La déclaration, elle est disponible dans les rubriques et je vais normalement vous faire le petit slide pour vous la présenter.
Lorsqu'elle est en envoi papier, là, je vais vous présenter avant ça, il y a 4 possibilités d'envoi de déclaration de ressources. Les 2 premières, par rapport à l'attribution de validité, sont trimestrielles. Et ensuite, cela dépend de la situation de l'assuré. Elle peut rester trimestrielle si l'assuré travaille et qu'il y a une possibilité de réduction de pension. Elle devient mensuelle s'il y a un gros salaire qui réduit déjà la pension. La trimestrielle aussi reste pour les perceptions de la MTP, majoration de tierce personne, et ASI, allocation supplémentaire invalidité. Elle devient semestrielle si l'assuré a une activité mais sans risque de réduction de la pension. Et elle est annuelle si l'assuré ne perçoit que notre pension, une petite rente accident de travail ou la prévoyance. Et dans ces cas-là, elle est envoyée tous les ans, le mois suivant le mois anniversaire de l'assuré. Donc, exemple, s'il est né en mars, elle sera envoyée en avril. S'il est né en juillet, elle sera envoyée en août. Voilà. Et là, je vais donc vous présenter le fameux système donc, qui permet aux assurés de compléter cette déclaration en ligne. Donc, hop, je reviens. Donc, le montant de la pension a pour compensation, donc bien sûr, et c'est une obligation donc une obligation. Sans ce formulaire, on ne paiera pas la pension d'invalidité au bout de 3 mois. Là, vous avez aussi la possibilité, donc ça c'est sur Amélie aussi directement et sur le compte de l'assuré. Alors pour toute nouvelle attribution, ce sera uniquement visible dans 3 mois. Mais là, donc par exemple, selon, alors on a mis l'Ariège, mais les départements du Sud l'ont la disponibilité, pardon, d'avoir les dates de paiement. Donc ce qui est intéressant, qui a été mis en place uniquement au niveau régional, c'est pas national ça, et qui permet d'ajuster par exemple au prélèvement, hein, de savoir. Donc par exemple pour le mois prochain, c'est le 1er avril. C'est toujours payé à terme échu. Hein, peu importe la date d'effet d'attribution, c'est toujours le mois suivant. S'il y a un effet rétroactif du fait que nous, on ait traité tardivement la demande et que le courrier de titre de notification est en mars, ça voudra dire que tout sera payé bien début avril avec effet rétroactif. Pour le mois d'août, par exemple, ce sera le 2 septembre. Vous avez d'autres liens utiles voilà, qui peuvent être connectés. Mais le paiement est bien intéressant, surtout pour aider les assurés. Voilà. Ensuite, c'est toujours à terme échu. La pension est toujours payée à l'assuré ou à son tuteur légal. Donc, décision prise par le tribunal. En aucun cas, elle ne peut être versée à une tierce personne, ni même suite à une demande de procuration au sein de la caisse. Les prestations en nature, oui, mais la pension d'invalidité n'est due qu'à son titulaire ou, comme je vous disais, au tuteur légal. Donc, attention à ça, puisque nous, dans ces cas-là, nous sommes vigilants et nous stoppons les paiements quand on s'aperçoit de cette erreur. Et le montant de la pension, donc voilà, peut varier donc, en fonction des catégories. Là, vous avez toutes ces explications voilà, sur ce compte Amélie. Donc, je vais revenir en arrière. Hop, voilà. La pension d'invalidité, donc, elle est conditionnée à cette attestation. La déclaration de ressources, donc là, par exemple, elle va être envoyée la prochaine, le 1er avril. Si l'assuré a jusqu'au, que je ne dise pas de bêtises, à peu près le 25 mai pour nous la retourner. Si à cette date, il ne l'a pas retourné, que ce soit papier ou Amélie, le 26 mai va se déclencher une de rappel, et ce jusqu'au 25 juin à peu près. Et à ce 25 juin, si nous ne l'avons pas reçu, la pension de juin se bloquera. On fera un acompte si nécessaire suite à la réception du document, mais sinon elle restera bloquée tant que nous n'aurons pas ce document. Et c'est vraiment obligatoire. Même si l'assuré nous envoie d'autres informations, genre bulletin de salaire, chômage ou autre, ça c'est le document obligatoire et légal à nous retourner. Depuis le compte Amélie, on a un gain de temps, puisque elle est envoyée par exemple le premier du mois. Alors attention, pas de précipitation puisque c'est national, donc il risque d'y avoir des coupures réseau si jamais tout le monde se connecte le même jour. Donc il y a quand même tout le mois, voire un peu plus, comme je vous disais, pour la compléter. Mais l'avantage, c'est voilà, sur Amélie, c'est le premier, alors que par voie postale, elle ne part de la caisse primaire que le 7 ou le 8 du mois. Donc vous voyez déjà, il y a une perte d'une semaine. Et ensuite, ça raccourcit aussi le délai, puisque le temps de le renvoyer par voie postale, automatiquement. Je sais l'inconvénient des tutelles, hein, puisque j'ai déjà eu une réunion avec, qui fait que malheureusement, ils n'ont pas tous accès au compte à Amélie. Donc, vigilance auprès de vos tutorés pour justement bien vous renseigner sur cet envoi de déclaration de ressources.
Et il y a l'avantage du contaminé de ne plus avoir à se déplacer et moins de risque de perte de courrier puisque malheureusement ça arrive quelquefois. On a aussi des soucis informatiques, mais là, c'est en cours de résolution et on est en moins ennuyé et heureusement. Donc il faut bien suivre, hein, d'un point de vue, c'est pour suivre le dossier de l'assuré, suivre tout changement de situation, hein, puisque si jamais dès qu'il retravaille, puisqu'il n'est pas obligé de reprendre le travail ou de percevoir le chômage dans l'immédiat, il faut impérativement donc retourner ce document. Tout changement de situation aussi, ne peut-être pas attendre si elle est annuelle pour éviter toute rupture de paiement et indue ultérieure. Donc de bien signaler tout changement de situation de l'assuré dès que c'est le cas. Donc J'avais. ensuite, oui, une question à Pardon. ce sujet. Oui, Enfin, alors, c'est pas forcément sur ce sujet, oui. bon, je te les poserai à la fin. C'était sur tout à l'heure, je pense que j'ai oublié de les poser. C'était sur l'obtention de la pension est-elle définitive? Alors oui. Alors oui et non. Ça tout dépend de l'état de santé de l'assuré. La pension donc, en général et puis selon l'âge aussi de l'assuré, mais pareil, il arrive quelquefois où si l'assuré guérit et tant mieux pour lui d'ailleurs, hein, la pension peut être, supprimée tout simplement. Elle peut être aussi supprimée s'il change de régime et auquel cas s'il bascule à la MSA ou travailleur indépendant, celle du régime général va s'arrêter et c'est une nouvelle qui sera servie. Mais sinon, voilà, en dehors de l'état de santé de cette condition-là, oui, elle va être servie jusqu'aux 62 ans. Mmh. Hein, voilà, Et donc et elle peut être aussi aggravée. Si malheureusement l'état de santé se modifie dans le mauvais sens, automatiquement, il peut faire, une demande d'aggravation. OK. Et en cas de non-recevabilité, est-ce que le médecin conseil est quand même sollicité? Non, alors ça dépend. Si c'est la non-recevabilité pour IG en cours, oui, nous, on a averti le médecin conseil le même jour, hein, en disant: «Attention, on a une demande d'invalidité» et comme je disais, il peut ou non se prononcer. Donc lui, il va quand même consulter son dossier médical. S'il pense que le sta peut être stabilisé prochainement, il va se prononcer. S'il pense que, bah, l'arrêt de maladie peut toujours courir pour plusieurs mois, il ne dira rien à ce moment-là et pourra se prononcer ultérieurement, 6, 8 mois, 1 an après selon le début de l'arrêt de travail et aller jusqu'à bien sûr 3 ans maximum. Mais après voilà, la pension ne se suspend vraiment aussi que pour ressources. Si la pension est voilà, si le cumul de ses revenus dépasse son fameux salaire de comparaison, où je parlerai plus tard. Mais voilà, c'est les conditions seulement de rupture de pension d'invalidité ou l'absence de réponse de l'assuré. OK. Et on nous Voilà. demande comment faire une déclaration de changement de situation en dehors de la déclaration de ressources. Envoyer le justificatif, tout simplement. Si c'est par exemple une nouvelle activité, si l'assuré reprend le travail, nous envoyer directement le bulletin de salaire en mettant bien sur la copie du bulletin de salaire et non sur l'enveloppe, puisque maintenant tout est centralisé et les enveloppes sont jetées sans même être regardées. Donc sur la copie elle-même, bien mettre service invalidité. Comme ça, nous, on enregistrera directement la situation et par de ce fait, changera la périodicité de la déclaration de ressources immédiatement et ne sera plus annuelle si c'était le cas. Mhm. Et est-ce que la déclaration de ressources va devenir automatique comme pour le RSA et les impôts? Peut-être. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux en cours d'étude et de réalisation, mais pour l'instant, il y a rien de définitif ni de date, butoir pour le faire. C'est D'accord. en cours d'étude en tout cas. Et est-ce qu'il y a une conséquence pour les droits à la retraite, hein, pour un bénéficiaire de la pension d'invalidité? Oui, je vais en parler après. Parfait. Alors je te laisse reprendre. Donc sinon, le montant théorique de la pension, je disais, voilà, c'est calculé sur les 10 meilleures années d'activité salariée soumise à cotisation et je dis bien que du salariat, comme je vous ai dit tout à l'heure, MSA, travailleur indépendant, TI en version courte, ancien RSI, CAVIMAC et CRPCEN. Et selon la décision médicale d'attribution de catégorie, le montant, donc bien sûr, va changer. Ça donnera, nous, ces 10 meilleures années, ce qu'on appelle le salaire annuel moyen brut, sur lesquels on va prendre donc soit 30% pour la première catégorie de ces 10 meilleures années, soit 50% pour la deuxième et troisième catégorie. Et la troisième catégorie sera ajouté le montant forfaitaire de la tierce personne, qui est à 1200, alors je n'ai pas le tarif aujourd'hui, mais environ 1200 euros. Ce montant-là est brut, bien sûr, toujours indiqué en brut sur la notification et sur tous les documents que l'on transmet, nous. Sur ces hop, attendez, excusez-moi, voilà. Donc, je reviens là-dessus. Donc, les 30 et 10 meilleures années. Sur l'annexe carrière qu'on envoie aux assurés, on leur conseille de bien vérifier, puisque nous, la carrière a été demandée informatiquement à la caisse de retraite. Les 10 meilleures années sont calculées avant soit l'arrêt maladie suivi d'invalidité, soit la demande d'invalidité.
Donc de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, puisque nous, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Si tel est le cas, l'assuré a 2 mois pour nous le signaler. Et inutile de nous le dire ensuite, de nous envoyer les documents pour corriger, il faut tout envoyer directement à la CARSAT. Nous signaler dans le délai de 2 mois, et même si la CARSAT corrige dans 1 an ou dans 2 ans, on reviendra en arrière s'il y a bien une modification. Et surtout aussi, le plus important, pour que ce soit corrigé rapidement quand même, signaler à la caisse de retraite par courrier que la personne est en invalidité et qu'il y a une erreur, une anomalie sur son relevé de carrière, de faire la correction. Ainsi, nous, on aura l'information au moins rapidement par l'assuré ensuite. Bien sûr, l'assuré devra nous avertir dès que la correction sera effective. Ah, mais bien, bien faire attention, puisque nous, malheureusement, voilà. Par contre, s'il a été fonctionnaire, militaire ou autre régime que j'ai cité tout à l'heure, dans aucun cas, on ne le prendra en compte pour le calcul de la pension. Donc, comme je disais, elle est payée mensuellement à terme échu par virement bancaire automatiquement, impossible de le payer autrement, au tuteur légal, hein, j'insiste là-dessus. Ensuite, et le délai, je vous les ai montrés tout à l'heure, donc vous aurez la possibilité de le revoir, hein. L'état de santé évolue, l'assuré peut donc demander une évolution auprès du médecin conseil. Un simple courrier suffit, hein. L'assuré, s'il estime dans quelques années malheureusement que son état s'aggrave, il peut faire un courrier directement au service médical en demandant un changement de catégorie. La réponse sera soit favorable et il aura ce courrier simple de changement de catégorie, hein, on ne revoit pas le titre puisque le titre c'est l'attribution initiale. Donc, et si malheureusement le médecin conseil n'est pas d'accord avec le changement de catégorie, l'assuré recevra un simple maintien de pension. Et c'est avec ce courrier-là qu'il devra contester s'il n'est pas d'accord. Il n'y a pas spécialement de revisite de la part du médecin conseil. Donc c'est vraiment à l'assuré de prendre la décision de faire la demande, hein, pour ce changement de catégorie. Idem pour l'attribution. S'il n'est pas d'accord avec la condition de catégorie qui a été prise au départ, il peut toujours dans les 2 mois contester cette fameuse décision. Donc ensuite, si l'assuré reprend bien sûr une activité, les mensualités de la pension peuvent être diminuées ou suspendues en fonction du cumul des ressources professionnelles qui dépassent le plafond du salaire de comparaison. Le salaire de comparaison est calculé uniquement à la reprise d'activité de l'assuré. Ce pour le simple et bonne raison que si malheureusement l'assuré ne reprend pas immédiatement, qu'on lui a calculé cette année, donc 2025, mais ne reprend son travail qu'en 2027, nous, on sera obligé de le recalculer. Notre système informatique aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir un suivi sur les années à venir et d'avoir un calcul qui se corrige automatiquement. On est obligé de le refaire. Donc l'intérêt pour nous est de moins de perdre du temps, c'est de bien le demander à la reprise réelle d'activité. Ce salaire de comparaison se situe par contre de toute façon au minimum entre le SMIC et une fois et demi, pardon, le plafond sécurité sociale. Donc, c'est de l'ordre à peu près de 5 800 euros maximum et de 1 700 euros minimum. Il ne pourra pas gagner plus ni moins que de ces deux montants et il est calculé propre à la charge de l'assuré. Et le système fait que, dorénavant, depuis le 1er avril 2022, l'impact n'a lieu qu'au bout de... Si l'assuré continue à travailler au moment de l'attribution de la pension, il n'aura lieu qu'au bout de 7 mois. C'est-à-dire que le temps du licenciement, voilà, l'assuré souvent ont peur en disant je vais gagner trop, etc. Non, les 6 premiers mois, la pension est due totalement et c'est uniquement à partir du septième qu'elle peut être réduite. Et ensuite, s'il n'y a pas de reprise immédiate, c'est sur un calcul de 12 mois. Donc, il faut vous dire que voilà, l'assuré ne peut pas avoir la pension réduite immédiatement, heureusement pour lui. S'il continue à travailler aussi, donc, arrivé à ses 62 ans et que l'assuré ne veut pas sa retraite, il peut, et je dis bien continuer, pas trouver du travail, il peut continuer à percevoir sa pension sans avoir demandé la retraite jusqu'à 67 ans maximum. Donc l'assuré cumulera pension plus ses revenus jusqu'à 67 ans maximum. En revanche, attention, c'est vraiment soumis à condition de travail et de revenus. S'il n'y a pas de salaire, qu'il n'y a qu'un maintien dans les effectifs de l'entreprise, ça ne marche pas. Ça s'appelle l'article 67, hein, du Code de la sécurité sociale qui existe depuis 2010. Il faut vraiment travailler. Le maintien dans les effectifs ne fonctionne pas. Si l'assuré perd son emploi entre 62 et 67 ans, la pension s'arrête. On n'y a pas un laps de temps en disant je veux en retrouver un autre et je continue à percevoir la pension. Non, malheureusement, ça ne marche pas. Hein, donc attention à cette condition-là donc pour l'activité au-delà de 62 ans.
Et ensuite, l'âge des donc le départ à la retraite, sinon classiquement est 62 ans et ça se transforme en retraite, mais il faut normalement faire spécifiquement la demande. L'assuré, entre 6 et 8 mois avant cet âge légal de 62 ans, reçoit un courrier l'informant de cette situation. Hein. Donc, il y a, soit il continue à travailler, soit on lui dit bien qu'il va avoir la retraite à 62 ans. Il y a ensuite les prélèvements sociaux. Alors, peut-être qu'il y a des questions, peut-être par rapport à ce passage à la retraite. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est bien de la retraite à taux plein, calculée sur les trimestres, pas, alors trimestres cotisés, mais la pension d'invalidité ne fait que ne valider des trimestres. Donc, par défaut, s'il y a 10 ans d'invalidité sans activité, ça validera 40 trimestres. Mais quand même, il aura la retraite à taux plein trouvée sur tous les trimestres cotisés précédemment. Mhm. Alors, en question, justement, il y avait eu, si un assuré touche sa retraite avant 62 ans, peut-il continuer de percevoir sa pension d'invalidité jusqu'à ses 62 ans? Non, retraite et pension d'invalidité ne vont pas ensemble. Donc la retraite progressive ou la retraite anticipée interrompt par défaut la pension d'invalidité. Et en plus, la retraite progressive et la retraite anticipée, si elle est anticipée, mais qu'il y avait bien eu l'histoire des 20 ans de travail handicapé, il conserve le 100%. Si en revanche ce n'est pas le cas, il perd en plus son 100%. Mhm. Après, on nous demande si un gérant de société, un travailleur indépendant, peut-il être en invalidité? Alors, toujours pareil, les mêmes conditions d'ouverture de droit, mais elles sont différentes par rapport à un travailleur indépendant. Le calcul n'est pas le même. Il faut savoir, il y a les 2, il y a les 3 catégories identiques, mais par contre le principe d'ouverture de droit et de calcul est différent. On avait la pension d'invalidité est-elle déconjugalisée? Et sinon, quel est Non. le plafond? Alors oui, 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 la pension d'invalidité est déconjugée puisqu'elle est calculée qu'uniquement sur la carrière de l'assuré et sur ses 10 meilleures années. Donc, elle n'est en au il y a l'ASI en revanche, ça c'est autre chose que je parlerai après, mais dont je parlerai après, pardon. Mais, non, non, la pension elle est bien, accordée que sur la carrière de l'assuré concerné. Mhm. Quelles sont les ressources à déclarer à part les salaires, la hache, prime d'activité, pension alimentaire? La hache, inutile de nous la déclarer. Tout ce qui vient de la CAF concernant l'assuré invalide ne se déclare pas auprès de nous. C'est l'inverse. Ils doivent bien déclarer la pension d'invalidité auprès de la CAF. Par contre, Ok. tout le reste se déclare. La prévoyance ne se déclare que pour l'allocation supplémentaire invalidité, mais tous les autres revenus doivent se déclarer pour la pension. Ok. Combien de temps prend une demande de révision de catégorie? Ça dépend du médecin conseil. Et comme en ce moment il est seul au niveau du Tarn, il y a quelques difficultés, comme je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près malheureusement en ce moment entre 3 et 6 mois de délai pour avoir une décision. Ok. Comment ça se passe quand le service médical ne contacte pas les assurés entre le 30e et le 36e mois? Nous, on instruit. De toute façon, par défaut, on instruit la pension, mais malheureusement, en ce moment, on a beaucoup de dossiers où les réponses sont tardives et le délai de 36 mois, il n'y a plus d'indemnité journalière et il n'y a pas encore d'invalidité. Là, ça dépend malheureusement. On essaye de faire le nécessaire. On avertit le médical, nous, hein, on leur a fait des mails d'urgence de se prononcer. Donc, normalement, ils sont censés prioriser le traitement de ces dossiers, mais il y a encore quelques retards. Mhm. Une confirmation, donc dans la demande de retraite, il n'y a pas automatiquement la pension d'invalidité qui est déclarée. Alors, c'est-à-dire la pension d'invalidité, si, nous, par défaut, arrivés aux 62 ans, pareil, à peu près 6 à 8 mois avant, la caisse de retraite reçoit de façon dématérialisée une information comme quoi l'assuré était bien en invalidité depuis avec la date d'attribution. Ok. Lors de la déclaration, doit-on déclarer les ressources du conjoint? Si uniquement si elle a dit. Et ça, j'en parlerai après aussi. Ok. Pas de prise en compte des prestations CAF pour l'invalidité et pour l'ASI. Pour l'ASI, pardon. Non, alors, pour l'Asie, j'y reviendrai. On ne prend en revanche en compte que les ressources du conjoint au niveau de la CAF et uniquement la H et la MVA. Venant de la CAF pour le conjoint, pas pour l'assuré. Ok. Et comment obtenir le montant net social de la pension d'invalidité qui est nécessaire à la déclaration de ressources CAF? Eh bien, bonne nouvelle qu'on a eue hier, justement, le système va être corrigé au mois d'avril, le système informatique, et sur toutes les attestations de paiement, cela va ressortir. Ok. C'est une nouvelle fraîche, elle est d'hier. Donc là, on a pour une situation, donc monsieur est en catégorie 1. Du coup, la partenaire n'a aucun élément sur la décision médicale en catégorie 1. Est-ce qu'on peut demander une aggravation? Oui, un simple courrier de l'assuré, voilà.
Et comme je vous disais, soit il aura l'accord de changement de catégorie, soit il aura un maintien de pension. Ok, je sais plus si je te l'ai posée ou pas déjà celle-là. Lors de la déclaration, est-ce qu'on doit déclarer les ressources du conjoint? Oui, mais c'était Oui, pour c'est l'Asie, bon. mais pareil, je vais en parler Ouais, après. voilà. Oui, oui, tu as dit que tu en parleras après. Ok, donc pas d'autres questions. Voilà. Ensuite, par rapport aux prélèvements sociaux, puisque par défaut, on a demandé systématiquement les 2 derniers avis d'impôt des assurés, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une exonération totale, partielle ou minorée de CSG, CRDS ou CASA. C'est directement donc prélevé sur la pension, hein, suite à réception de ces documents. L'exonération nous est faite en fonction d'un tableau que nous recevons tous les ans mis à jour par le gouvernement. Donc, pour une personne seule, actuellement, c'est approximativement pour une part. On regarde le nombre de parts et le revenu fiscal de référence pour savoir si on exonère ou non de cette CSG, CRDS et CASA. Et ensuite, tous les ans, cette exonération est revue directement par le service des impôts. Donc, on leur transmet la liste de tous nos invalides et eux nous transmettent en retour donc l'exonération appliquée pour l'année suivante, à savoir que l'exonération a lieu de la pension de N-1 à novembre N. Donc, par exemple, là, actuellement, on a pris en compte l'avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 pour exonérer de la pension de décembre 24 versée en janvier jusqu'à novembre 25. Pour toutes les attributions, on a eu le tableau, on l'a fait de nous-mêmes. Pour tous les autres invalides, si l'exonération a changé et qu'il semble qu'il y ait une erreur, il ne faut pas hésiter à nous envoyer justement les 2 derniers avis d'impôt, puisque voilà, l'erreur est humaine et que le service des impôts s'est peut-être trompé. Et dans ces cas-là, on corrigera avec cet effet rétroactif. Sinon, pour les exonérations, donc total, ça veut dire pension brute égale pension nette. Partielle, il y a une exonération donc de 4,8% au total, c'est-à-dire prélèvement de 4,3 de CSG et 0,50 de CRDS. Pour une exonération minorée, il y a un prélèvement total de 7,40%, à savoir 6,60 de CSG, 0,50 de CRDS et 0,30 de la CASA. Prélevé directement, donc bien sûr, sur la pension. Et malheureusement, s'il n'y a pas d'exonération, toujours pareil, en vue des avis d'impôt, le prélèvement total par rapport au montant brut est de 9,10% de la pension d'invalidité. Donc voilà, attention, ne pas hésiter à transmettre les infos s'il semble à l'assuré qu'il y ait bien une erreur sur cette exonération appliquée. Ensuite, nous, systématiquement, tous les ans, on envoie le relevé fiscal aux impôts et à l'assuré. C'est envoyé en janvier pour tout le monde et disponible sur le compte Amélie pendant 6 mois maximum. Au-delà, plus personne n'y a accès, nous non plus. Et il n'y a aucun historique conservé malheureusement pour ces relevés fiscaux. Donc attention de bien faire le nécessaire auprès des assurés, donc si jamais par rapport à ces relevés fiscaux. Donc pour toute attribution en 2025, bien sûr, il ne sera disponible qu'en janvier 26. Et depuis donc le 1er janvier 19, bien sûr, il y a eu le prélèvement à la source au niveau donc de la pension d'invalidité. Si il y en a pour les 2 premiers mois d'attribution, c'est normal puisque pour l'instant, les impôts ne savaient pas qu'il y avait une pension d'invalidité. Donc nous, l'info est transmise informatiquement. Et les impôts aussi, eux, de leur côté, donc font le lien. Par défaut, il y aura une possibilité de 2,10% de prélèvement sur la pension pour les 2 premiers versements. Pas d'inquiétude, inutile de nous contacter ou quoi que ce soit. Les impôts, dès qu'ils ont cette information, corrigent ensuite avec le bon taux ou remboursent directement l'assuré. Et s'il y a une erreur en cours d'année sur le prélèvement fait par les impôts, inutile de passer par nous. Vous devez directement contacter les impôts. Nous, on ne fait que transmettre le prélèvement demandé par le service d'impôt. On n'a aucune action possible pour la correction. Hein, ça vient directement du centre des impôts, donc il faut obligatoirement passer par eux. Et la correction se fait directement entre les impôts et nous. Nous, on n'en a pas connaissance. Des questions à ce sujet? Euh, On avait, quelles sont les conditions pour avoir une demi-part supplémentaire pour les impôts, le taux d'invalidité, l'âge? Et alors, ça a à voir avec les impôts. Normalement, d'après ma connaissance, et je peux me tromper, je crois que c'est à partir de la catégorie 2 qu'il peut y avoir une demi-part supplémentaire, mais à faire confirmer auprès des impôts. Parce que c'est un petit peu ancien, je pense, que ce que je sais. Donc, du coup, il y a peut-être eu des nouveautés pour lesquelles je ne suis pas au courant. Mais c'est à voir avec les impôts directement, puisque ça relève de chez eux.
OK. On revient sur la demande de pension d'invalidité. Est-ce qu'elle peut se faire par, l'assuré lui-même en complétant le formulaire, S 4150 ou est-ce que la demande doit-elle, émaner du médecin traitant? Les 2, l'un ou l'autre, l'un sans l'autre, les 2 sont possibles. Mais par contre, par défaut, il faut ce formulaire. Donc par défaut, il faudra le remplir par l'assuré, bien sûr. OK. Pas d'autres questions. Donc la pension d'invalidité, comme je disais tout à l'heure, donc voilà, vous avez les courriers 6 mois avant l'âge légal de retraite qui sont envoyés, et à l'assuré et au à la caisse de retraite pour signifier que voilà, ça va s'arrêter à ses 62 ans. Comme je disais aussi, donc anticiper ou progressive, sur information de l'assuré. Malheureusement, nous n'avons pas de lien avec la caisse de retraite à ce jour, donc automatiquement, c'est l'assuré qui doit nous avertir. Le faire rapidement, puisque bien souvent, sinon ça va générer un indu à l'assuré, ce qui n'est pas agréable quand on démarre la retraite. De toute façon, en parenthèse, je ne sais pas si je vais en parler après, mais tout indu est notifié à l'assuré. Attention, le compte Amélie, j'en parle maintenant, peut-être que je vais faire du doublon, mais tout ce qui est visible sur Amélie ne se reflète que des écritures comptables. Donc ne pas d'inquiétude si vous voyez des sommes conséquentes en plus ou en moins. Du moment qu'il y a un remboursement effectué, il y a une notification qui est envoyée à l'assuré. Donc je reviens donc à l'histoire de la retraite, donc attention à ça, de bien nous la signifier dès qu'il y a la date d'effet de cette retraite, hein, pour qu'on puisse stopper la pension dans le délai imparti. Et sinon, donc elle est maintenue donc, jusqu'à 67 ans maximum si l'assuré en fait la demande et qui bien sûr, qui continue à exercer une activité. Et je dis bien continuer, il peut trouver du travail le mois précédent l'âge légal de retraite. Mais si l'assuré, par exemple, est né, au mois de mars, par exemple, je reviens, voilà, et qui travaille à compter du 1er avril 25, la pension, elle s'arrête d'office. Elle n'est pas continue. Il existe par contre une condition qui fait que si l'assuré est licencié dans les 6 mois qui précèdent ses 62 ans, mais qu'il ne veut pas sa retraite et qu'il veut continuer à travailler et qu'il veut retrouver du travail, la condition est qu'il soit bien inscrit et indemnisé par Pôle emploi. Et dans ces cas-là, on maintient pendant 6 mois de plus, donc à savoir jusqu'à ses 62 ans et demi, la pension d'invalidité, le temps de lui laisser trouver du travail. Si malheureusement il n'a rien à 62 ans et 6 mois, la pension s'arrête. Si en revanche il en trouve, par défaut, il peut aller jusqu'à 67 ans maximum, bien sûr. Mais attention, c'est uniquement dans le cas du licenciement dans les 6 mois qui précèdent grand maximum les 62 ans. Si c'est si c'est avant ces 6 mois, si c'est un an avant les 62 ans, ça ne marche pas. Et les démarches doivent bien être faites auprès de la CARSAT. Attention, quelquefois, les CARSAT, on ne sait pas pourquoi, instruisent d'emblée les dossiers d'invalides d'assurés sans la demande. Si l'assuré veut continuer à travailler, nous, si on voit que la caisse de retraite verse, on stoppera la pension. Donc il doit bien faire une demande d'annulation de cette retraite si jamais il veut la pension plus son activité. Mais ça, c'est spécifique à chaque assuré, on le verra avec l'assuré concerné. Est-ce que c'est beau pour cette partie-là, puisque je vais attaquer la partie Asie? On avait une demande d'invalidité. Doit-elle être demandée systématiquement lors d'une demande d'AH? La CAF demande régulièrement la notification de Oui. pension d'invalidité ou d'ASI. Alors, oui, s'il y a une première demande d'âge, pas de renouvellement, hein, voilà, sauf si l'assureur a travaillé dans ce temps imparti, mais si c'est un renouvellement, la CAF, normalement, et elle le sait, n'est pas censée nous demander des demandes de pension. Mais en revanche, oui, à la première demande d'AH, comme nous sommes prioritaires pour tout versement, automatiquement, l'assuré doit faire une demande de pension d'invalidité. Puisque nous, on va verser un montant. S'il est inférieur au montant actuel de l'AH qui est de 1016 euros, l'AH viendra en complément de cette pension. Mais par défaut, oui, l'assuré doit faire la demande pour la première, pas pour le renouvellement. Puisque pour le Ok, renouvellement, il y aura un risque de refus administratif pour absence de droit, bien sûr, d'activité salariée. d'accord. Et on nous dit, même s'il Voilà. n'a jamais travaillé, Ah, s'il n'a jamais travaillé, ils ne sont pas censés en faire la demande? Non, puisque nous, c'est la condition pour avoir le droit à la pension d'invalidité. ok, Par on a, défaut, ce sera un refus administratif. Ouais. ok. Si un assuré est en invalidité, il est d'emblée considéré en inaptitude au travail. Qu'on va faire pour prétendre à la retraite à 62 ans? Alors oui, alors, après au niveau de l'employeur, alors je ne sais pas si je l'ai après, par rapport à l'employeur, lorsque l'assuré donc a été reconnu invalide, auprès de la caisse primaire, il est censé aller voir soit le mois qui précède l'attribution, puisqu'il a l'information normalement avant, soit donc le mois suivant l'attribution, la médecine du travail.
En tant que salarié, le médecin du travail va statuer sur sa situation au sein de l'entreprise et 3 cas de figure peuvent se présenter. Soit il peut le reprendre son poste sous certaines conditions adaptées à sa situation, soit malheureusement il ne pourra pas le reprendre et sera donc reclassé dans l'entreprise. Et s'il n'y a aucune possibilité des 2 premières conditions, il sera licencié pour inaptitude. Mais par défaut, la retraite restera pour nous à 62 ans. Et dans ces cas-là, qu'il soit licencié ou non de cette entreprise, il peut et doit faire la demande auprès de sa caisse de prévoyance. Hein, d'ailleurs, que l'entreprise ferme ou pas aussi d'ailleurs, hein, le droit à la prévoyance reste ouvert et ce pendant 1 an suivant la date d'effet de la pension. Donc il ne faut pas qu'il hésite à en faire la demande. Idem pour la mutuelle. Normalement, il y a portabilité. Bon, par contre, la portabilité, il y a la condition d'inscription à France Travail qui fait que voilà, ils ont la portabilité d'une année. Mais après, pour la prévoyance, voilà, ils peuvent en faire la demande ultérieurement. Mhm. Et on nous demande si c'est une première demande d'AEH, est-ce que c'est pareil? D'AEH. Alors, je pense que c'est la location. L'AH. Non, c'est indiqué AEH. Alors, c'est vrai que c'est normalement c'est la location d'enfants. Donc là, je pense que c'est pas ça. Après, de toute Oui, façon, si, c'est bien ça. Ouais, c'est pour la location enfant handicapé. alors après, nous, c'est la personne invalide qui va percevoir la pension. Si c'est si une demande de pension d'invalidité est faite parce que c'est son enfant qui est invalide, ça ne marche pas, puisque c'est la personne elle-même qui doit être reconnue invalide et non une tierce personne. Et ça n'existe les pensions d'invalidité que pour les personnes ayant travaillé, donc en l'occurrence ayant plus normalement de 18 ans et moins de 62 ans, si j'ai bien Euh, compris la question. alors, toujours pour l'AH, donc quand l'AH est accordée, il faut demander la pension d'invalidité. Est-ce obligatoire? Ne peut-on pas se contenter de l'AH qui est non Non, soumise à l'impôt alors que lég- la pension d'invalidité l'est? légalement, non. Nous sommes prioritaires. Donc par défaut, là, de toute façon, la CAF, par défaut, s'ils voient qu'il y a une demande et avec un droit potentiel de pension, ils bloqueront la hache, ils ne la verseront pas. Ouais. Donc on nous dit donc c'est obligatoire. Ouais, désolé, mais oui. Mais par contre, il peut voilà, prétendre en l'occurrence au 3, puisque je vais venir à parler de l'Asie. Donc, c'est-à-dire que l'assuré peut prétendre, selon les montants qu'il va avoir, à notre pension d'invalidité, son complément, donc ASI, allocation supplémentaire invalidité, et un différentiel H, si le plafond n'atteint pas les fameux 1016 euros actuels. Hein, donc, il pourra prétendre au 3. Mais en premier lieu, ce sera nous d'abord, automatiquement. Voilà. Donc effectivement, quelqu'un précisait donc pour l'AEH, pas de demande d'invalidité Mm. pour l'enfant. Non, ça n'existe pas voilà, à notre niveau. Alors, on nous demande aussi si on connaît le taux de non-recours à la pension d'invalidité, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sollicitent pas d'arrêt maladie par intérim, chômage, RSA. Alors non, j'avoue qu'on a beaucoup de refus. Nous, on fait un suivi, on a beaucoup de refus médicaux au niveau invalidité, mais le pourquoi des refus médicaux, on le connaît pas, nous. Les seuls cas de figure que je puisse connaître, parce que on nous en a parlé, par contre, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une perte de capacité de 66,66% de travail, hein, qui fait qu'on va délivrer une pension d'invalidité. Par contre, on a eu le cas d'une personne qui avait la cheville tordue, c'est sûr que c'est un refus. Hein, voilà, il faut vraiment une reconnaissance, vraiment c'est médical qui statue sur la décision invalidité. Ok. Bah, écoute, pas d'autres Là, questions là. Donc, je te laisse parler du coup de continuer l'Asie. sur l'Asie. Donc cette allocation supplémentaire, voilà, elle n'est pas attribuée dès le départ spécifiquement, voilà, elle n'est pas conditionnée non plus par l'invalidité. Elle est conditionnée, pardon, par l'invalidité, puisque par défaut, ils ne peuvent pas être versés hors d'une pension d'invalidité. Donc si on a une demande d'allocation toute seule, on fera un refus pour absence de pension d'invalidité. Et elle, en revanche, est calculée en fonction des ressources du foyer. Donc, autant la pension, c'est vraiment sur la personne invalide, que là, c'est les ressources du couple, pas les enfants. Hein, pareil, on ne prend pas en compte les enfants, puisque ça relève de la CAF. Et c'est le couple, qu'il soit marié ou non, pacsé ou non, et monsieur, monsieur, madame, monsieur, peu importe, du moment qu'il déclare être en couple. Elle est limitée, bien sûr, à un plafond sécurité sociale qui est alloué selon la personne seule ou selon le couple. Une personne seule, par exemple, chez nous, peut gagner maximum en tout à 899 euros à ce jour, pension plus ASI. D'où le fait d'avoir ce fameux différentiel AH ensuite. C'est une demande spécifique qui, par défaut, ensuite, s'il est accordé, exonère de CSG-CRDS et ne se déclare pas aux impôts. Et elle est soumise par contre à toutes les ressources du foyer. Or, AH
et prestations de la CAF de l'assuré invalide. En revanche, comme je disais tout, on prend bien en compte l'AH ou la MVA du conjoint. Donc c'est un formulaire 4151, aussi disponible sur Amélie, mais pas sur le compte Amélie de l'assuré pour l'instant, hein, mais uniquement sur les formulaires Amélie. Et le montant donc est réétudié tous les trimestres avec la déclaration de ressources en fonction justement des informations transmises par l'assuré. Elle exonère donc de CSG, CRDS et aussi ne se déclare surtout pas aux impôts. Il y avait aussi une application de récupération lors du décès de l'invalide qui a été complètement abrogée en 1er janvier 2020. Hein, donc tous les arrérages de l'invalide, tous les arrérages de l'allocation pour l'invalide sont dus hors fraude. Donc si on constate une fraude, là en effet, on récupérera l'argent. S'il y a juste une modification en fonction de ses ressources et qu'il y a un indu, il est complètement exonéré de remboursement par l'assuré. Ça va en perdre et fracas, comme on dit chez nous au niveau de l'Asie. L'Asie se révise, attention, tous les ans au niveau de la résidence. Elle n'est due que sur le territoire français. Et les départements d'outre-mer, bien sûr. Si en revanche l'assuré part à l'étranger, pour info, il conserve la pension d'invalidité. Il y aura juste le certificat de vie à nous transmettre pour qu'on soit sûr de payer à la bonne personne. En revanche, l'Asie reste sur le territoire national et donc ne sera plus payée à ce moment-là. Ok. Et la révision de ressources est annuelle. Et en l'absence de ce document, et là en ce moment on est en train de les faire pour toutes les personnes nées entre octobre et décembre, et il y a obligation de réponse, sinon on suspend l'allocation. Et les ressources doivent impérativement être déclarées pour tout le foyer. En l'absence, comme je vous dis, ça part au service faute et c'est jamais agréable. Voilà pour l'Asie. Alors, Et comme, maintenant, j'attends les questions suivantes. oui, alors en plus on arrive déjà au temps imparti, du coup je vois que Oui. c'est déjà midi. Alors on nous demandait, faut-il obligatoirement demander l'ASI après avoir obtenu une pension d'invalidité? Alors non, sauf s'il demande la hache, bien sûr. Mais ça dépend aussi des ressources. Si l'assuré a moins de 800 euros de pension ou 899 de plafond, il faut savoir voilà, que c'est quand même mieux financièrement pour lui de le demander. Ok, alors est-ce qu'il y aura bientôt un lien automatique entre la prévoyance et l'invalidité, car il y a beaucoup de non-recours par faute de méconnaissance. Eh bien, on espère aussi, mais là, j'en ai pas connaissance du tout à aujourd'hui. Ok. Alors attendez, je vous mets déjà dans l'onglet de discussion le mail en fait du service partenariat à l'adresse info partenaire. Comme ça, si vous avez des questions et qu'on n'a pas eu le temps du coup d'y répondre, pardon, vous pourrez du coup nous les poser à cette adresse-là. Alors, sur quelle base médicale est prise la décision par le médecin conseil? Un dossier à envoyer dans un second temps, puisque le S4150 suffit. Alors après, le médecin conseil soit a déjà des éléments au vu des arrêts de travail, soit c'est adressé lui-même directement auprès du médecin traitant pour avoir toutes les informations. Ou simplement c'est prononcé selon les éléments qu'ils avaient eux en leur possession, peut-être un 100%, un protocole de soins qui avait été demandé, etc. Et après, les informations précises, je ne les ai pas nous, puisque tout ce qui relève du médical reste secret médical. Donc on n'a pas les informations. Nous, les mises en invalidité, on n'a que la date d'effet et la catégorie. Le motif, on ne le connaît pas du tout non plus et on n'a pas le droit de le savoir non plus. Ok. L'Asie est-elle saisissable dans le cadre d'une dette alimentaire, par exemple? Alors l'ASI, non, la pension, oui. Ok. L'Asie est-elle récupérable sur la succession? Ça n'existe plus depuis le 1er janvier 2020. Ok. Bon, Elle n'est récupérée qu'en cas de fraude avérée. Idem pour la pension d'invalidité qui peut être récupérée en cas. Par contre, la pension peut être réduite, elle, en fonction des ressources, des prélèvements. Il peut y avoir aussi le trésor public qui peut prélever sur la pension d'invalidité, puisque voilà, si l'assuré n'a pas remboursé, soit peut-être la CAF ou les impôts ou autres, dans ces cas-là, le trésor public nous envoie directement au service comptable un ordre de prélèvement. Il y a une quotité, bien sûr, non saisissable qui reste. Voilà, mais ensuite, c'est prélevé directement sur la pension, ça existe malheureusement. ok.
Alors, je vois pas d'autres questions. Donc, si, comme je vois qu'il y en a qui commencent à du coup à devoir partir, bon, c'est normal, on l'avait dit, on Oui, finissait à on avait midi. déjà dit. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à nous les poser sur le mail Info Partenaire. Donc, on nous remercie hein, pour ce webinaire qui a été très utile. Donc, merci encore, Oh, Muriel, bah, hein, je t'en prie. vraiment. Mais de rien, merci Euh, aussi. et merci à vous parce que vous avez été très nombreux. Vous commencez à être de plus en plus nombreux dans nos webinaires partenaires, donc on en est ravis. Vous verrez à la fin, en fait, quand vous quittez le webinaire, vous allez recevoir, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir avec une courte enquête. Donc, n'hésitez pas en fait à nous dire si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde lors le prochain webinaire. On sera ravis du coup de pouvoir vous y répondre. Je jette quand même un œil. Donc, on nous demande si le mail que je vous ai indiqué, donc info partenaire, peut être utilisé si nous avons des questions sur des dossiers. Donc, oui, effectivement, cette adresse est à utiliser si vous avez des questions sur des dossiers d'assurés, quoi que ce soit. Si par contre vous êtes conventionné avec l'assurance maladie et qu'on vous a donné l'accès au site Espace Partenaire, ben, du coup, toutes vos demandes passent par Espace Partenaire et non par cette adresse mail. On nous dit bravo à Muriel, on sent qu'elle maîtrise le sujet. Oui, effectivement, je vous ai dit au début, c'est une On a expertise de la sur le bouteille. sujet. Donc effectivement, c'est OK. Comme je vous disais, donc le diaporama, je vous l'envoie dès cet après-midi. L'enregistrement de la vidéo, bah, du coup, le temps que l'enregistrement se fasse, je vous l'enverrai pour le coup lundi, à mon avis. J'espère que j'ai pas oublié d'autres questions. Un grand merci pour votre présentation très claire, précise et si bien maîtrisée. Ce serait vraiment une très grande aide pour nous, travailleurs sociaux, de pouvoir vous contacter parfois pour les questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Donc, ça doit être quelqu'un, oui, du conseil départemental, du coup, parce que vous allez avoir accès à Espace Partenaire. Et effectivement, vous mettez quel bonheur d'avoir un conseiller en ligne. Donc, bon, je comprends, effectivement, c'est toujours plus pratique. Sachez que de toute façon, que ce soit par Espace Partenaire, par le mail est info partenaire ou par Espace Partenaire, s'il y a besoin, on peut toujours vous contacter si voilà, le sujet est vraiment complexe. Mais sinon, n'hésitez pas à nous faire passer vos demandes à ce sujet. Par contre, précision, nous, malheureusement, on ne pourra rien dire. Hein, on est tenu au secret professionnel, donc on pourra répondre à l'assuré, ça, c'est pas un souci, mais malheureusement pas à vous, puisque voilà, hormis les partenaires avec qui on travaille déjà, donc la CAF, les impôts, voilà. Et c'est soumis au secret professionnel, on ne peut pas s'adresser à vous. Désolé. Mhm. J'ai remis l'adresse mail hein, info partenaire parce que je vois que quelqu'un ne l'avait pas vu un peu plus haut. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Oui, remarque pertinente pour les diaporamas. Effectivement, je les colore, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'encre si vous les imprimez. Bon, après, alors je vous rappelle quand même que les diaporamas que l'on diffuse, je vous les envoie, mais ils restent du coup valables à la date du webinaire. Donc l'idée, c'est pas forcément du coup de les imprimer, de les garder dans un classeur parce qu'il y a des informations qui peuvent évoluer. Donc voilà, il faut faire quand même attention aussi aux impressions et au fait que voilà les informations évoluent. Sachez aussi que de toute façon, n'hésitez pas hein, à me faire part si vous avez des souhaits d'intervention au sein de votre organisme ou quoi que ce soit. Je pense que de toute façon, l'invalidité, c'est un thème sur lesquels en fait beaucoup de Qui partenaires se posent interroge. des questions. Donc à mon avis, c'est un webinaire qui va devenir régulier donc chaque année. Mais sinon voilà, n'hésitez pas du coup à me solliciter hein, pour les partenaires qui me connaissent, du coup, si vous avez besoin d'une intervention au sein de votre structure. Ah oui, c'est vrai que c'est pratique le diaporama pour ajouter des notes. Oui, effectivement. Bon, on a beaucoup de remerciements, et du coup, Muriel. Donc, Eh vraiment, bien, je vous en merci prie, encore à toi pour avec la plaisir aussi. présentation. Merci à vous tous hein, pour avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas, comme je vous disais, à nous soumettre des idées pour d'autres webinaires, du coup. Du coup, on va vous laisser. À bientôt. Bon appétit à tous. À bientôt, au revoir, bon appétit, bonne semaine. Au revoir. Au revoir.